Alors donc on va attaquer tout de suite dans le vif de la matière avec Monsieur Atala. Il va nous faire une petite introduction en projetant aussi notamment un film d'un artiste anglais qui s'appelle Robbie Cooper. En fait, l'artiste la photo qui est là est tirée en fait de son film. L'artiste a eu comme parti pris de pointer sa caméra en très gros plan, en close-up, sur les joueurs quand ils sont en train de jouer. Le but étant de voir un petit peu quel est le niveau de tension ou d'attention que le joueur a pendant l'exercice de son moment favori ou quel que soit le type qui joue. Voilà, je vous laisse présenter. Round 1. Fight. Come back here! Come back here and let me stab you. Ты что ли тот, кто кричал «Я свободен», не понимая глупости слов? Я... How do you feel about bullets? С ноги на ногу толпами мнется чудовище рабства с дерьмом на лапах. Shoving his tongue deep inside your mouth. Knife. Yeah, you'll get knifed. Knife again. Да хоть кто-то, пусть даже один, устанет от скованной души боли, свобода скрученная в... Let me kill you. UAV recon standing by. Our UAV is online. God damn it, Jackson. Whee! I win! Yes! Yes! Voilà, bonsoir à tous. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ce film? Pourquoi ce film pour parler du jeu vidéo et avec en plus comme sous-titre culture ou abrutissement? Évidemment, ce qui est peut-être déjà surprenant dans ce film de Robbie Cooper, c'est que vous ne voyez pas de jeu vidéo. Et c'est un petit peu, non pas ce dont on veut parler ce soir, c'est-à-dire de tout sauf du jeu vidéo, mais peut-être plutôt de se questionner sur ce que des artistes comme Robbie Cooper, Magda Cunha-Lopez et d'autres, comment ils s'emparent du jeu vidéo, qu'est-ce que le jeu vidéo aujourd'hui, est-ce qu'on doit le limiter à la pratique du jeu vidéo dans sa chambre ou dans des LAN parties, est-ce qu'on doit percevoir le jeu vidéo d'une manière plus large et comment? Enfin bref, c'est toutes des questions comme ça qui nous ont paru pertinentes à traiter et peut-être
le but de mon introduction est de se resituer, de recontextualiser un petit peu le jeu vidéo en Suisse romande, ou plutôt pourquoi le jeu vidéo en Suisse romande, puisque certains d'entre vous ont pu déjà observer le fait qu'il y a un cours public ce soir sur les jeux vidéo, il y a eu un colloque qui s'est tenu, enfin qui se tient toujours en fait, hier, aujourd'hui et demain, qui s'appelle Pouvoir des jeux vidéo, des pratiques au discours entre l'Université de Lausanne, les PFL, la Maison d'Ailleurs et la HEAD à Genève. Il y a aussi une exposition sur les jeux vidéo qui s'appelle Playtime Video Game Mythologies à Yverdon, à la Maison d'Ailleurs, qui inspecte la dimension artistique du jeu vidéo, exposition qui s'inscrit dans le cadre d'un programme intitulé Game Culture de Pro Helvetia. À côté de ces manifestations qui sont peut-être les plus voyantes, beaucoup d'autres ont lieu, des conférences, des travaux d'étudiants. Avec deux de mes collègues, Christian et Mathieu, on donne un cours à l'EPFL sur la question du jeu vidéo. Bref, il y a apparemment, et c'est suffisamment étonnant pour être relevé, en Suisse romande, une question qui se pose autant dans les milieux culturels que dans les milieux artistiques, que dans les milieux économiques, mais aussi dans les milieux de formation universitaire et académique, l'envie, le désir d'inspecter ce monde qui, pour l'instant, est relativement peu représenté, alors d'une part au niveau académique et d'autre part au niveau culturel. Je suis content de voir qu'il y a autant de monde qui a répondu à l'appel un peu provocateur qui avait été fait sur les jeux vidéo. Et j'avais peut-être envie de parler du film de Robbie Cooper, peut-être pour voir comment on peut percevoir ce court-métrage. Évidemment, vous avez des enfants ou des adolescents qui jouent à des jeux vidéo et on les voit depuis l'écran. Robbie Cooper filme pendant pas mal de temps les enfants qui savent être filmés par ailleurs, mais il les filme pendant un temps relativement long, ce qui fait que l'enfant au bout d'un moment oublie finalement qu'il est filmé. Et le but de Robbie Cooper était de deux ordres. Le premier, de montrer que en fait, le corps a une importance dans le jeu vidéo. Le corps, on voit ces enfants, certains sont amorphes, d'autres sont très expressifs. Il est étonnant de se rappeler que Robbie Cooper, dans sa première version, avait impliqué des adultes, mais qu'apparemment, les gens qui voyaient des films où des adultes étaient en train de jouer ne supportaient pas ou étaient très mal à l'aise avec l'idée que des adultes puissent faire de telles mimiques. On les accepte chez les enfants ou les adolescents, on les accepte moins chez les adultes, mais l'expérience n'en est pas moins identique. Donc c'est des enfants qui jouent, c'est des corps qui s'expriment, autant par les interfaces qu'on ne voit pas leurs mains, que par les mimiques faciales qu'ils font au cours du jeu. Le corps, on l'oublie souvent, on parle de jeux vidéo comme moyen d'évasion, comme capacité de se plonger dans un univers virtuel et de sortir de la réalité, parfois même avec des questions qui sont peut-être celles qui reviennent le plus souvent et pas nécessairement les plus intéressantes, de l'addiction et autres. Et puis là, soudainement, on voit des enfants qui bougent et qui expriment à travers leur corps de nombreuses mimiques particulières, de nombreuses émotions aussi. Il y en a un qui pleure, d'autres qui sont contents, d'autres qui ont l'air fortement préoccupés. Donc la première intention de Robbie Cooper était de travailler sur l'idée du corps. Tiens, le corps existe et voyons un peu ce qu'il en est. Évidemment, habituellement, quand on voit des jeux vidéo, on regarde l'écran et pas tellement le corps du joueur. La deuxième raison, peut-être un peu plus méta comme ça, qui avait été faite par Robbie Cooper, c'est l'idée de dire ces enfants jouent, mais à quel jeu jouent-ils? Alors pour les gamers parmi nous, on peut reconnaître par-ci par-là le jeu, mais fondamentalement, il y a aussi l'idée que ces enfants nous regardent, vous regardent, et donc finalement ils jouent à quelque chose ou ils jouent à un type de rapport qui est celui du spectateur. Cette œuvre qui est dans l'exposition Playtime à la Maison d'Ailleurs, tout comme les photographies de Magda Cunha Lopez, interroge passablement les visiteurs qui viennent au musée en se disant « Tiens, je vais voir une expo de ce qu'on appelle le rétro gaming, c'est-à-dire je vais pouvoir jouer aux jeux vidéo de ma jeunesse pour les gens des années 80, de mon adolescence pour les gens d'un peu avant, et puis une découverte du old school pour les jeunes d'aujourd'hui. Et en fait, ils ne voient pas ça, ils voient quelques jeux classiques, mais ils voient aussi beaucoup de dispositifs, dont le film de Robbie Cooper, dont les photos de Magda Cunha Lopez. Et soudainement, ils se rendent compte de quelque chose qui est intéressant, et que l'ensemble des événements organisés en Suisse romande cette année
montrent chacun à leur manière, c'est que le jeu vidéo ne peut plus être uniquement perçu comme une pratique adolescente ou pour les adolescents, voire une pratique qui ne fait que de jouer dans des univers virtuels, mais que la question de cette culture, et plus de subculture, mais de cette culture et de la question de l'art commence à se poser, et c'est ce qu'on aimerait inspecter ce soir. Je vous remercie en tout cas une fois de plus d'être venus. J'espère que le cours public vous apprécierez le cours public. J'espère aussi avoir la chance de vous voir à la maison d'ailleurs pour visiter l'exposition et puis d'avoir du plaisir ce soir. Voilà. Bonsoir à tous. La question de savoir si les jeux forment une culture ou provoquent plutôt un abrutissement ne nous parlait que modérément. Les jeux vidéo sont, à notre avis, des pratiques culturelles qui méritent un traitement comme, en fait, n'importe quelle autre pratique culturelle. Elle est, de fait, si riche et si diversifiée qu'il semble absurde de vouloir la traiter comme une masse. Cette présentation, en dépassant la question, vise en fait à déplacer les lieux du débat. Alors, dans un premier temps, la réflexion partira de la lecture d'un petit extrait de Roland Barthes pour donner une sorte de boîte à outils pour construire la question. Et puis, dans un deuxième temps, on distinguera le médium du jeu vidéo de la culture à laquelle il participe. Et pour ce faire, on utilisera 3 petites vignettes qui nous permettront d'éclairer différemment la question. Voilà, donc on va effectivement commencer par une petite friandise théorique, c'est l'Empire des signes de Roland Barthes. C'est une invitation à la réflexion. Roland Barthes, vous le connaissez sans doute, c'est né en 1915, mort en 1980, que je qualifierais ici de théoricien de la littérature, des cultures populaires, et dont les livres ont une influence énorme sur les générations de théoriciens qui ont suivi. Roland Barthes, donc, est l'une des grandes influences aux États-Unis dans la réception de son œuvre sur la théorie des jeux vidéo depuis le milieu des années 80. Alors, l'Empire des signes, dont on va lire un extrait, est un livre qui se construit par petits chapitres. Et Barthes y met en scène un Japon très personnel qu'il utilise pour interroger sa propre culture. La structure du livre est composée d'un alliage d'images et de textes. Et la difficulté et la richesse de ce livre résident dans le fait que les images ne sont pas des illustrations du texte, comme on le verra. Le texte n'est pas non plus un commentaire des images. Images et textes se juxtaposent, sont mis sur un même niveau. On trouvera alors des scénettes tout au long du livre autour de l'usage des baguettes, des systèmes d'écriture ou encore l'organisation des centres-villes. Alors, c'est la scénette qui nous intéressera ce soir, présente les salles et joueurs de pachinko. Donc vous voyez ici, en fait on a scanné une page. En fait, il faut imaginer que le livre se construit avec cette image. En dessous, toujours un petit commentaire écrit à la main, et puis le texte, de fait, encadre cette image. Et donc, dans ce texte, Barthes nous dit « Le pachinko est une machine à sous. On achète au comptoir une petite provision de billes métalliques, puis devant l'appareil, sorte de tableau vertical, d'une main, l'on enfourne chaque bille dans une bouche, pendant que de l'autre, à l'aide d'un clapet, on propulse la bille à travers un circuit de chicane. Si le coup d'envoi est juste, ni trop fort ni trop faible, la bille propulsée libère une pluie d'autres billes qui nous tombent dans la main, et l'on n'a plus qu'à recommencer, à moins que l'on préfère échanger son gain contre une récompense dérisoire, tablette de chocolat, orange, paquet de cigarettes. Les halles de pachinko sont très nombreux et toujours pleins d'un public varié, jeunes, femmes, étudiants en tunique noire, hommes sans âge en complète bureau. On dit que le chiffre d'affaires des pachinko est égal ou même supérieur à celui de tous les grands magasins du Japon, ce qui sans doute n'est pas peu dire. Fin de la citation. Bon, quiconque est entré aujourd'hui dans une salle de pachinko au Japon se rend compte que la photo et la description technique datent un peu, puisqu'on a plutôt des patchislots aujourd'hui, mais ça n'enlève rien, de fait, à l'intérêt de cette description. Alors, avant de parler de cet ensemble texte-image, observons comment Barthes décrit sa propre démarche. On va voir par cette démarche la technique de réappropriation de Barthes, la manière dont il négocie quelque chose d'une expérience et provoque la réflexion. Il dit tout au début de son livre, donc, « Le texte ne commente pas les images n'illustrent pas le texte, chacune a été seulement pour moi le départ d'une sorte de vacillement visuel
analogue peut-être à cette perte de sens que le zen appelle un satori. Texte et image dans leur entrelac veulent assurer la circulation, l'échange de ses signifiants, le corps, le visage, l'écriture, et y lire le recul des signes. Alors l'intérêt de ce petit extrait, c'est de voir comment Barthes utilise deux médias différents, négocie leur rapport, texte et image. Et cette méthode nous donne simplement une sorte de piste pour approcher la question des jeux vidéo. C'est d'ailleurs la manière dont, dès les années 80, les théoriciens américains se sont emparés de ce texte. L'extrait important, évidemment, ici, à la fin, c'est la question de lire le recul des signes, interroger quelque chose d'une distance qui est créée par la juxtaposition de médias différents. Et ce que suggère ainsi le texte de Barthes, c'est que pour parler des jeux vidéo, il faut inventer quelque chose comme une nouvelle grammaire, c'est-à-dire un langage qui soit original et qui permet de sortir de l'alternative commentaire-illustration. Si on y parvient, l'objectif est d'interroger nos référents culturels, c'est-à-dire nos valeurs, nos manières de parler ou nos clés de compréhension du monde. Et c'est évidemment dans cet espace fragile qu'ici à l'université on essaye de construire la question des jeux vidéo. C'est-à-dire, c'est parce que les jeux vidéo constituent un espace culturel qu'on doit inventer une manière spécifique de parler dans cet espace, d'une manière qui puisse donc rendre justice à cette culture. Et Barthes dit encore, dans la suite de son texte, ces exercices d'une grammaire aberrante auraient au moins l'avantage de porter le soupçon sur l'idéologie de notre parole. Donc, dans ce texte, Barthes tente d'interroger ici sa propre idéologie, de suspendre les significations pour se décoller de la logique de sa propre parole. Il ne s'agit pas de sortir d'un système de valeurs, mais de l'interroger. Barthes sait bien qu'il construit une fiction, comme nous l'avons dit, il ne parle pas du Japon, mais de son Japon. Et cette fiction a l'avantage de, je répète la citation, porter le soupçon sur l'idéologie de notre parole. Et c'est donc ce qu'on va modestement tenter de faire. Alors, s'intéresser aux jeux vidéo, ce n'est pas simplement interroger l'idéologie d'une culture, hein. C'est aussi approcher la manière dont cette culture fonctionne. Ce n'est pas non plus de décrire un objet, mais c'est voir plutôt comment cet objet s'inscrit dans un réseau de signification qu'il dépasse. Alors, en résumé, il nous semble que le jeu vidéo est plus qu'un médium, c'est une culture. Il est en fait un espace d'échange, de communauté et de pratique. Et puis, il est lié à un univers de réappropriation, d'enrichissement des manières de se rapporter au monde et d'en faire usage. Alors ainsi, pour interroger en fait notre propre grammaire, nous allons, dans le temps qui nous reste, prendre l'objet par un angle souvent utilisé pour aborder en fait le rapport entre culture et abrutissement. Et c'est une opposition entre virtuel et réel, hein, c'est-à-dire entre les mondes imaginaires et la vie de tous les jours. Alors, vous connaissez tous le drame de Columbine aux États-Unis, dans lequel un ado, qui est joueur de FPS, donc de jeu de tir à la première personne, a massacré des gens dans son collège. Alors, l'épisode a suscité une frénésie médiatique et déclenché toute une série de débats publics qui a conduit à la transformation de la législation. Alors, dans un de ces débats, les journalistes et les politiques ont convoqué un spécialiste du MIT, Henry Jenkins. Alors, celui-ci s'était fait en fait connaître par des travaux sur les ressources pédagogiques offertes par les jeux vidéo et les techniques d'apprentissage qu'ils permettaient de mettre en œuvre. Alors, dans ces débats sur l'affaire Columbine, il s'est retrouvé dans une situation relativement embarrassante, car il avait mobilisé l'idée de l'utilité sociale du jeu et qu'il avait participé à la légitimation culturelle de la pratique du jeu vidéo. Alors, dans un premier temps, il a tenté de dire en gros qu'il n'y avait aucune connexion entre la pratique des jeux et la violence du drame. Il s'est alors fait en gros reprocher d'être dans une contradiction logique, puisqu'en effet, alors qu'il avait défendu l'idée qu'une pratique virtuelle pouvait avoir une incidence dans la vie réelle, alors incidence positive dans le cadre de l'enseignement, il se retrouvait devant la difficulté de répondre à des gens qui lui prétendaient que les jeux violents avaient eux aussi une incidence dans la vie réelle, évidemment cette fois négative, car par le biais de la violence.
Alors pour s'en sortir, il commence l'une de ses interventions les plus célèbres de cette manière. Supposez qu'on demande à un juge fédéral de déterminer si les livres sont protégés par le premier amendement. Au lieu de convoquer le témoignage d'experts, d'examiner l'évolution historique du roman ou d'observer les présentoirs de la librairie locale, le juge choisit 4 livres, tous du même genre, chargés de parler pour l'ensemble du médium. Les enseignants et les bibliothécaires se soulèveraient pour dénoncer l'outrage. Où étiez-vous lorsqu'ils ont tenté de faire disparaître les jeux? Alors par ce texte, Jenkins entend dénoncer la spirale de folie qui s'est emparée du complexe politico-juridico-médiatique. En effet, le rapport de la littérature à la littérature fait apparaître une différence de traitement significative. Les études qui portent sur le jeu vidéo s'intéressent au complexe industriel qu'il produit, par exemple, aux dangers supposés de sa pratique, ou encore aux idéologies qu'il véhicule. De même, on n'aborde pas une œuvre vidéoludique comme une œuvre littéraire, on n'interroge pas la pratique du jeu comme on le fait avec la lecture. Alors, dans cette série de vignettes qu'on a choisies pour effleurer la question, un autre exemple qui nous est venu pour interroger donc, ce rapport virtualité-réalité est celui d'une parodie mise en scène par les rédacteurs du site Landover Baptist Church. Ce site, créé par Chris Harper, qui s'était fait expulser de la Liberty University, qui est l'une des plus grandes universités privées évangéliques aux États-Unis, voire la plus grande au monde, expulsé donc en 1989, avait créé par le biais de ce site une église virtuelle parodique. Elle reprend tous les stéréotypes véhiculés par la droite religieuse américaine en les exagérant. Elle met en scène, par de petites fictions satiriques, les contradictions propres à ce milieu. L'exemple que nous vous montrons présente la stratégie de conversion que des affiliés de l'Église mettraient en place par le biais du jeu massivement multijoueur que vous connaissez sans doute, World of Warcraft, jeu au succès planétaire qui draine depuis des années des millions de joueurs à travers le monde. Un jeu massivement multijoueur en ligne est un jeu RPG, est un jeu, jeu de rôle, est un jeu qui fonctionne grâce à une connexion Internet. C'est-à-dire que dans l'univers géré par la machine, que ce soit un ordinateur, une console, la machine étant liée au réseau, cette machine vous permet de jouer en temps réel avec d'autres personnes qui sont connectées, et c'est-à-dire d'interagir avec ces personnes. C'est donc dans cet univers de fantasy qui suppose des logiques d'initiation, mais qui offre aussi des plateformes de discussion à des joueurs qui n'ont de contact que par le biais d'Internet, que les créateurs du site Landover imaginent que des chrétiens baptistes se mettent ensemble pour utiliser cet univers comme un espace de conversion, citant dans des discussions des versets bibliques et imaginant que les joueurs sont des personnes reclus, considérant ces joueurs du coup comme des proies faciles pour leurs activités, leurs discours missionnaires. La parodie souligne des contradictions liées à la pratique de ce jeu aux USA, notamment en mettant en scène le fait que les joueurs missionnaires sont beaucoup trop occupés à échafauder des stratégies de conversion pour véritablement développer leur personnage, principe central des jeux de rôle, les obligeant à sous-traiter cet aspect à des joueurs asiatiques exploités à l'image des Gold Farms en Chine. Donc les Gold Farms, ce sont des petites entreprises où des joueurs occidentaux achètent à des joueurs asiatiques, sous-traitent à des joueurs asiatiques le développement de leur personnage contre une toute petite somme d'argent et créent ainsi un vaste système d'exploitation qui d'ailleurs a considérablement modifié la pratique du jeu en ligne. Si vous allez d'ailleurs à la maison d'ailleurs, vous verrez un documentaire sur ces Gold Farms. Un des intérêts majeurs de cette parodie est la mise en parallèle du jeu de rôle, du RPG, avec une logique religieuse et missionnaire. Le jeu vidéo éclaire quelque chose de la pratique de la conversion comme une logique de reprogrammation de la vie réelle à partir d'un univers virtuel. C'est un thème qui, d'ailleurs, est abondamment traité par d'autres médias. Je vous donne ici juste 2 exemples relativement connus. Donc, le film Existence de David Cronenberg et puis Avalon de Oshii Mamoru, qui sont typiquement 2 œuvres qui mettent en rapport, là aussi, des imaginaires de développement et d'initiation et qui contribuent, d'ailleurs, plutôt dans le cas d'Avalon que d'Existence, à réinterroger l'imaginaire chrétien dans la logique du jeu. Alors, l'ironie de cet épisode,
qu'on vous a brièvement présenté, c'est que des églises américaines se sont emparées de l'idée pour augmenter le nombre de leurs convertis. Alors, dans le cas qu'on vous présente, c'est pas World of Warcraft qui est utilisé, mais la technique, en gros, reste la même. Alors, je lis le petit extrait qui se trouve en fait en bas de la capture d'écran. Ce qu'il y a de génial à propos de Tony Hawk Underground, c'est qu'on peut descendre de son skateboard et se balader dans le jeu et parler avec d'autres skateurs du plan de salut. Bon. Autre exemple, la Crossing Church à Elk River, dans le Minnesota, propose, elle, d'offrir des Nintendo 3DS, donc la dernière console portable de Nintendo, à ceux qui viennent assister à une série de sermons appelée, du coup, Jésus en 3 dimensions. Augmentant ainsi considérablement le public, qui est passé quand même en 6 ans de 200 à 3000 membres. Hein. Donc en gros, la démarche de Landover, donc le premier site fictif présenté par Christian, et qui se jouait en fait de la frontière entre réel et virtuel, puisqu'elle liait des enjeux réels à un espace qui lui est complètement virtuel, de même que cette même église sur Internet était elle-même virtuelle. Eh bien, tout à coup, tout à coup, cette démarche se retrouve renversée par les églises, cette fois bien réelles, qui en font une application littéraire. Alors, pour finir cette conférence, mettre en série donc une 3e vignette avec les 2 premières que nous avons proposées, nous allons vous montrer 2 courts-métrages de vidéastes contemporains. Tout d'abord, le film Pixel de Patrick Jean, qui met en scène un New York dont l'espace urbain est envahi par les créations des classiques de l'arcade. Ce film est évidemment très riche, il souligne plusieurs aspects intéressants, je vais me contenter ici d'en déplier quelques-uns. Tout d'abord, l'usage, le film prend place à New York, l'usage de la ville de New York, qui, c'est pas simplement à partir du 11 septembre 2001, des expériences du 11 septembre 2001, c'est déjà bien plus tôt que cette ville prend la place de la ville elle-même, symbole de l'humanité qui se fait détruire par l'inhumain qu'elle a produit.
Ensuite, le film fonctionne comme une métaphore de la globalisation par le biais d'une virtualisation radicale. Le monde et ses espaces complexes se transforment en un immense cube noir, un pixel, et comme il est ici en 3 dimensions, un voxel. Et toutefois, ce cube noir fonctionne par référence. Il rappelle évidemment quelque chose du mégalithe de 2001, l'Odyssée de l'espace, mais aussi, juste avant, le devenir de la Terre en étoile noire, référence au Star Wars, à la guerre des étoiles. La virtualisation apparaît ainsi de manière complexe, à la fois comme une simplification extrême et comme un espace d'ouverture pour l'humanité à des connaissances nouvelles. Elle remet en jeu toute la critique des théories impériales, et puis en même temps, elle s'en amuse, elle en prend distance. Je vous propose juste, donc, on pourra revenir sur le commentaire après, mais de passer à l'extrait du second film, qui est Arcade City de Palmieri. Voilà, donc les deux films mis en série semblent partir du même scénario de base, c'est-à-dire l'invasion de l'espace urbain par des univers vidéoludiques. Mais là où Pixel montre la transformation de l'espace réel par la destruction, le film de Palmieri juxtapose, à la manière d'une hallucination, espace ludique et capture d'espace urbain. Le jeu apparaît en effet comme la seule fenêtre ouverte sur un monde, selon des règles qui échappent totalement au spectateur. Il apparaît alors comme une métaphore de la vie où des mondes virtuels viennent se projeter sur un espace réel pour y donner sens, dans la fragilité de la logique des jeux d'arcade, un seul crédit pour un temps de vie limité par les capacités du joueur. De plus, bien que ces jeux d'arcade datent de l'époque de Dimension, on y joue dans le film en vision subjective. Et regarder ces deux films à la suite dit quelque chose des cultures numériques. Celles-ci se mettent en série dans un espace virtuel et sont faites de reprises, de répétitions, de piratage, de déviations et de réinterprétations. Alors,
culture ou abrutissement, la question doit être décalée. Si on prend un parallèle avec le roman, depuis plusieurs siècles, des œuvres ont mis en scène avec beaucoup d'intelligence les dangers de la lecture, Don Quichotte ou Madame Bovary par exemple. De même, les jeux vidéo et l'immense culture qui les entoure ne cessent de repenser l'extension du temps, l'investissement des joueurs ou la distorsion du rapport au réel. La question n'est plus de savoir si les jeux vidéo forment une culture ou s'ils conduisent à l'abrutissement de ceux qui les pratiquent. Mais les jeux vidéo eux-mêmes, par leur pratique, créent un espace riche et original dans lequel l'abrutissement de nos vies peut être expérimenté et repensé. Merci. Merci. Alors nous allons ouvrir maintenant quelques questions pour cette table ronde. J'ai envie de m'adresser à une personne qui n'a pas encore entendu, Monsieur Blanchet. Vous étudiez justement la question des jeux vidéo à la Sorbonne, à Paris. Là, on dit culture. Moi, j'ai presque envie de continuer dans le même thème un peu provocateur. Moi, je dirais sous-culture, comme la télévision, la pub. Parce que, est-ce que pour nous, l'aspect industriel, économique, ça ne contribue pas à dévaloriser justement la dimension culturelle des jeux vidéo ? Je sais qu'on est dans un pays qui aime beaucoup les votations et je serais presque tenté de faire une votation ici avec le public, savoir qui est du côté de la culture et qui est du côté de l'abrutissement. Ceux qui voteraient culture, est-ce que vous pourriez lever la main, s'il vous plaît ? Bon. Ceux qui voteraient abrutissement, vous êtes un petit peu moins nombreux. Peut-être des votes blancs. Je ne sais pas si on a le droit de voter blanc dans le cadre des votations. Oui, bien sûr. D'accord. Bon, c'est une façon un petit peu de désamorcer la question. Alors, culture et sous-culture, c'est vrai que du point de vue de l'historien et de l'anthropologue, finalement, une sous-culture peut être une culture, ou une sous-culture est une culture en devenir très, très souvent. C'est vrai que le jeu vidéo, il faut peut-être un petit peu replacer historiquement d'où il provient. Dans ce que Marc nous a présenté tout à l'heure, il a insisté un petit peu sur le fait que c'était une pratique culturelle qui était associée à l'enfance et l'adolescence, un jeu vidéo comme pratique enfantine. Et il faut voir que c'est un construit historique, cette idée que le jeu vidéo est associé aux pratiques enfantines. Si historiquement on regarde ce qui se passe, il faut se tourner vers les années 80 et vers Nintendo of America, qui va vraiment réorienter le jeu vidéo comme gamme de jouets pour les enfants et les adolescents. Et on voit que cette idée, elle tient encore aujourd'hui et que très souvent on associe le jeu vidéo à une culture enfantine. Donc culture enfantine, culture industrielle, parce que depuis 1971-1972, le jeu vidéo a intégré tout d'abord l'industrie de l'amusement aux États-Unis, ce qu'en France on appelle l'automatique de divertissement, avec des machines qui ont été associées au pinball, au flipper, au baby-foot, enfin ce type de divertissement de café. Puis industrie du jouet, quand les fabricants de jouets se sont intéressés aux jeux vidéo et ont pensé en faire une gamme de jouets. Mattel, Coleco aux États-Unis, Nintendo, qui est un fabricant de cartes à jouer à l'origine. Et puis, avec l'arrivée de Sony, de Microsoft dans les années 90, 2000, eh bien, on arrive dans une industrie de l'électronique grand public ou de l'informatique. Donc, on voit que cette question industrielle, elle se pose très fortement. On pourrait même poser une hypothèse, c'est-à-dire qu'il y a toute une période de l'histoire du jeu vidéo qui se déroule entre le tout début des années 60, on va prendre 1962 comme repère, c'est-à-dire la programmation d'un jeu vidéo au MIT, au Massachusetts Institute of Technology, il s'appelle Space War, ce jeu, et il va donner lieu à des jeux informatiques dans le domaine universitaire qui vont fonctionner sur des machines universitaires qui sont installées dans les centres universitaires. Et c'est une économie non marchande du jeu, c'est-à-dire que les jeux circulent, les jeux sont joués, on organise autour de Space War, entre autres, des compétitions qui ont un certain succès dans les centres universitaires, et jusqu'à la fin des années 70, cette informatique, ce jeu vidéo informatique universitaire, il va exister sans que la question marchande soit en jeu.
Donc voilà, c'est vrai que d'une certaine façon, aujourd'hui, le jeu vidéo, on le regarde, et puis voilà, il draine cette dimension industrielle. L'industrie, c'est l'argent, c'est d'essayer de faire du profit avec des objets culturels. Il draine cette idée que c'est une culture enfantine, alors que bon, aujourd'hui, il semblerait quand même qu'on ait toute une large part d'anciens enfants qui sont devenus adultes et qui continuent à jouer aux jeux vidéo. Et en tout cas, c'est assez sûr que la dimension culturelle des jeux, elle commence, enfin culturelle et artistique également, elle commence à être reconnue depuis la fin des années 90. Aux États-Unis, on a décoré certains ingénieurs qui avaient participé aux premières formes de jeux vidéo. George Bush a décoré Ralph Baer au début des années 2000. En France, on a un ministre de la Culture qui a fait chevalier dans l'ordre des arts et des lettres différents game designers en deux sessions différentes. Donc on commence tout doucement à avoir cette reconnaissance institutionnelle, l'idée aussi qu'il y ait des formations scolaires qui se constituent, on va former des gens qui vont créer des jeux vidéo, ça aussi, ça change un petit peu le statut, et puis la dimension artistique qui commence à être reconnue, très souvent d'abord sur des jeux qui eux-mêmes ont d'une certaine façon un fondement artistique. C'est assez intéressant que quand on pose la question de l'art et des jeux vidéo, on retombe assez souvent sur les mêmes jeux, Rez, des jeux de Sony type Shadow of the Colossus ou Ico, qui sont tous des jeux qui déjà eux-mêmes développent un discours autour de l'art. Mais c'est parfois plus difficile de mettre un Super Mario ou un Tetris, alors que pourtant ces œuvres-là interrogent notre rapport à l'espace, notre rapport au monde d'une manière tout à fait intéressante. Si je comprends bien, est-ce qu'il y a l'effet peut-être du temps qui passe bêtement pour avoir cette réaction aujourd'hui, puisque on parle de culture parce qu'on a quelque part une mémoire du jeu vidéo. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut s'exprimer là-dessus. Est-ce que ça contribue au fait qu'on a la sensation ou qu'on peut mettre le mot sur culture du jeu vidéo? Je pense qu'une partie des raisons qui font qu'il y a un colloque, que voilà, comme vous l'avez dit, que gentiment c'est reconnu comme une culture, c'est aussi le fait qu'il y a des gens qui ont grandi avec ça et qui sont maintenant en mesure de pouvoir produire quelque chose d'autre qu'une discussion de cours de récré. Donc forcément, ça participe, à mon avis, grandement à ça. Peut-être juste en deux mots. Effectivement, le fait d'avoir des références, le fait de pouvoir aussi se pencher sur cette question-là, qu'elle soit de manière universitaire, mais que ce soit de manière aussi personnelle, en voyant ses enfants jouer, en s'interrogeant sur les pratiques, sur le type de jeu, etc., peut aussi amener l'idée que finalement, le jeu vidéo, c'est quelque chose de tellement large. C'est comme si on parlait de la littérature, en fait. Ce qu'on a vu ici fait partie du monde des jeux vidéo. C'est clair qu'on est dans la réinterprétation et la récupération de quelque chose à des fins autres, ce que les artistes font dans l'art média aujourd'hui. Et ça, c'est des pans qu'on ne connaît pas, en général, du jeu vidéo. Alors évidemment, on identifie le jeu vidéo avec certaines, peut-être, icônes qu'on a vues dans les médias, et on pense que c'est ça, le jeu vidéo. Mais quand on voit le nombre d'applications qui sortent aujourd'hui, c'est clair qu'il y a des problématiques qui se posent de manière très large. Mais ce qui est en tout cas sûr, c'est que, et je crois que le colloque l'a montré des 2 derniers jours, mais aussi les discussions qu'on peut avoir avec les gens qui ont l'habitude de jouer, c'est de voir qu'il existe un nombre de jeux relativement grand, qu'il existe aussi un nombre d'expériences à travers le jeu relativement grande, et que finalement, refuser aux jeux vidéo l'appellation culture, c'est faire preuve d'un réductionnisme qu'on n'accepterait pas pour les autres arts, en fait. Moi, la question justement qui était volontairement polémique par rapport à sous-culture, c'est que j'ai le sentiment que c'est encore une culture relativement étanche. La preuve, c'est que certaines personnes ont levé la main pour contredire l'aspect culture. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il doit se heurter à ça, justement? Il n'y a que les initiés ou les gens qui connaissent, qui considèrent que c'est une culture. Et à partir de quel moment vous pensez que la masse, le grand public, est capable de déterminer ça comme quelque chose d'une référence que lui aussi peut saisir? C'est-à-dire une culture accessible à tous. Oui, moi, il y a un effet de sédimentation générationnelle, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on s'est étonné sur les réseaux sociaux français de voir que, par exemple, les derniers reportages de la première chaîne française, du journal télévisé de la première chaîne française, étaient assez bien en phase avec ce qu'était l'expérience du jeu. Et on s'est dit, tiens, mais le journaliste qui fait ça, il fait les choses bien. Et on a remarqué que les derniers reportages n'étaient pas du tout ni caricaturaux, ni stigmatisants, mais au contraire, il y avait une espèce de volonté de parler des derniers jeux arrivés,
arrivait, de type d'expérience qu'il provoquait, etc. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, en 2012, on se retrouve avec des gens qui sont trentenaires, qui sont à des positions de produire des discours sociaux, de produire des discours médiatiques, et qui ont dans leur culture de l'image, dans leur culture de divertissement, la pratique du jeu vidéo. Donc, bien évidemment, la question du temps, elle est de toute façon toujours essentielle pour pouvoir passer et basculer d'un rapport à une culture enfantine, une sous-culture adolescente, à celle d'une culture avec un grand C. Alors, on n'y est pas encore tout à fait, mais à Yverdon-les-Bains en ce moment, au Grand Palais à Paris en début d'année, enfin fin d'année dernière, début d'année, on a eu des événements qui ont mis le jeu vidéo dans des lieux culturels. Donc la reconnaissance institutionnelle, entre autres, elle participe de cette légitimation culturelle du jeu vidéo. Et puis, tout simplement, là, l'autre jour, je voyais coup sur coup deux sketchs humoristiques à la télévision qui prenaient Mario et Luigi dans un cas, Princess Peach et Mario dans l'autre, autour d'un sketch humoristique dans deux émissions de deux chaînes différentes. Bon, ce qui veut dire, voilà, c'est qu'à une heure de grande écoute, sur une grande chaîne, on peut utiliser ces référents culturels et on sait qu'une partie du public va tout à fait reconnaître ces icônes. Alors, je me tourne vers Nicolas Nova. Selon vous, est-ce que le jeu vidéo il a une autre influence en dehors de l'aspect référentiel ou de l'univers qu'il dégage? Est-ce qu'il a une véritable influence à la fois sur le monde, sur l'art ou sur les technologies aussi? La question de l'influence du jeu vidéo en dehors de son domaine propre, elle est intéressante parce qu'elle renvoie à ce dont on vient de parler, qui est le fait qu'après 30 ans, il y a un ensemble de personnes qui ont développé des compétences, des habitudes par rapport à ce que c'est que les jeux et toutes les formes de jeux. Et du coup, ça suscite un intérêt assez fort de la part de différentes industries, différentes formes sociales qui vont de choses aussi variées que l'intérêt pour les interfaces à des nouvelles formes culturelles. Alors, dans le cas des interfaces auxquelles moi je m'intéresse, notamment la manière dont on contrôle les jeux vidéo, les périphériques, on voit qu'il y a une telle compétence qui a été construite par beaucoup de jeunes joueurs que des structures comme les sous-traitants de l'armée américaine commencent à concevoir des interfaces en fonction de ces manettes, en fait. Et on a des modèles de lance-missiles qui sont basés là-dessus, des drones qui sont basés là-dessus, et ça, il y a un côté évidemment un peu effrayant dans tout ça, mais ça montre que l'idée de l'ergonomie est tellement intégrée chez beaucoup d'utilisateurs qu'elle est récupérée. Alors évidemment, ça suscite d'autres types d'attentes de la part, dans des sphères peut-être plus commerciales et marketing, avec toute cette tendance dont on parle actuellement de gamification, ou on pourrait dire de ludification, d'arriver à reprendre ce qui fait le caractère, on va dire, attirant, immersif des jeux vidéo pour favoriser l'engagement des consommateurs par rapport à une marque ou par rapport à d'autres situations sociales, comme l'éducation, évidemment. Toutes les personnes intéressées par la pédagogie se sont, depuis une vingtaine d'années, tournées vers le jeu vidéo en se disant mais comment un truc pareil arrive à attirer des jeunes ou des personnes un peu moins jeunes, alors que quand on veut enseigner des maths, ça marche pas. Et est-ce que si on rajoute ce qui fait le secret de fabrique du jeu vidéo dans des situations pédagogiques, ça pourrait marcher? Alors, il y a eu différentes vagues comme ça. Dans les années 80, on avait des chercheurs qui travaillaient sur l'enseignement par ordinateur qui se sont intéressés à ces questions. Il y a une dizaine d'années, il y a le mouvement des serious games, des jeux sérieux qui est apparu, c'est-à-dire l'idée d'utiliser des applications ludiques, mais dans un but plus sérieux, comme dit le terme, c'est-à-dire d'apprentissage ou d'engagement, de participation, qui intéresse beaucoup des directions de ressources humaines d'entreprise, et qui essaye de trouver, de gratter un peu ce qui fait la magie en fait du jeu vidéo. Et malheureusement, et c'est là on peut avoir un regard critique sur ce qui est produit souvent par ces personnes qui souhaitent reprendre soit l'idéologie, soit les mécaniques ludiques qui font le jeu vidéo. C'est souvent une vision très limitée de ce que c'est le jeu vidéo. Typiquement, on a vu des projets de logiciels d'apprentissage de la physique nucléaire ou des mathématiques avec plein de formes en 3D, avec l'idée que ce qui fait le secret du jeu vidéo, c'est la 3D, c'est des belles images en 3 dimensions, et on utilise ça pour faire apprendre les maths, et puis à l'arrivée, ça ne marche pas forcément, parce que le jeu vidéo, c'est beaucoup plus que ça.
De même, avec la gamification dont je parlais tout à l'heure, il y a l'idée de donner des points, des récompenses à des gens qui consommeraient beaucoup les produits d'une certaine marque ou commenteraient sur, je sais pas, Facebook par exemple, à propos des produits d'une marque en question. C'est pas ça le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est pas juste des récompenses, c'est aussi d'autres formes de motivation qui font que les joueurs sont intéressés à jouer. C'est aussi la découverte, le plaisir de s'immerger dans un univers qu'on connaît pas, d'apprendre. Et ça se récupère pas. Cette magie-là du jeu vidéo, elle est présente chez les... elle fait d'un métier qui est les game designers, les créateurs de jeux, et qui, lorsqu'on essaye de rendre ça plus utilitariste que ça ne l'est, ça pose problème. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, se pose aussi la question plus générale de référents culturels dont parlait Alexis tout à l'heure, c'est-à-dire en dehors des champs que j'ai cités, est-ce que le jeu vidéo amène pas un ensemble de paramètres, un ensemble d'éléments qui sont reconnus et partagés par la sphère sociale. Et dans les vidéos qu'on a vues, on voit bien qu'il y a une esthétique qui, même si elle peut paraître un petit peu rétro et ancienne maintenant, avec ces pixels, ça commence à être quelque chose de vraiment partagé et qui n'est plus vu juste comme un espèce de truc dans un coin. Il suffit de voir la communication de beaucoup dans la rue, de la signalétique, qui réutilise tous ces codes visuels. Et là, on peut dire que d'un point de vue assez formel, au niveau de l'esthétique, soit numérique, soit du jeu vidéo, il y a une espèce de colonisation globale dans notre vie quotidienne de ces éléments. Et ça c'est toujours intéressant d'un point de vue du design ou de l'art, de voir comment ont circulé finalement ces éléments produits par des game designers, des programmeurs, avec des machines. Ça se retrouve dans notre vie quotidienne aujourd'hui, et plus du tout dans juste un aspect ludique. C'est peut-être ce qui participe, comme je disais avant, d'un accès pour ceux qui ne jouent pas aux jeux vidéo, tout à coup à l'arrivée dans leur univers de ce monde-là. Peut-être dans le design, par exemple. Alors, oui, mais d'autant plus que du coup, ça sort du jeu vidéo. Et là, si je devais faire une analogie avec cette gamification dont je parlais tout à l'heure, c'est ça, la gamification du monde, c'est de voir des situations dans lesquelles les codes visuels, l'esthétique, les attentes, les référents culturels, alors il y a Mario et Luigi, mais il y en a beaucoup d'autres, qui commencent à être présents dans l'environnement, et on ne les questionne même plus. C'est ça. C'est assez intéressant, et ça pose naturellement la question de comment dépasser cela. Est-ce que des designers ou des artistes peuvent aussi amener à la production de nouvelles formes d'esthétique pour soit poser de nouvelles questions, soit des nouvelles références culturelles. Alors justement, puisque ça fait une très bonne transition avec votre travail, Monsieur D'Acunha Lopez, vous êtes photographe, artiste, et vous êtes amusé à mêler un petit peu le virtuel du réel, pour reprendre les termes qu'on a vus avant. Selon vous, quand vous jouez avec ça, que vous utilisez peut-être certaines images, je veux dire des icônes qui font référence aux jeux vidéo dans votre œuvre, qu'est-ce qui se produit selon vous? Ça a déjà pas mal été dit juste avant. Donc, depuis 30 ans, le jeu vidéo a généré un certain nombre de codes visuels, sonores, notamment donc, dans la musique électronique, tout le courant 8 bits qui réutilise des vieux sons de jeux vidéo pour alimenter la texture d'un morceau. C'est aussi la reprise juste de thèmes musicaux. On a tous chantonné le thème de Mario, de Tetris. Je suis sûr la moitié d'entre vous les connaissent. Je ne sais pas si on peut voir les images, je ne sais pas si vous les avez, de ma série photo. En fait, la série de photos que j'ai faites, je me suis posé la question. Aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo, c'est une industrie, mais qui n'a pas vraiment d'usine qui fume. C'est surtout des open space avec des ordinateurs. Et je me suis demandé à quoi pouvait ressembler une usine de jeux vidéo dans un autre monde. Donc, où on fabriquerait vraiment les vrais blocs de Tetris, les vrais anneaux de Sonic, les vraies briques d'un casse-brique, donc par quantité des millions, voire des milliards, parce qu'on va tous les casser. Et donc, ma démarche a été de photographier des vraies usines, des vrais ateliers où on fabrique des meubles, donc des fonderies, des tôleries, donc des choses vraiment réelles. Et j'ai replacé justement ces icônes de jeux vidéo qu'on connaît tous, donc qui font partie justement de cette culture collective qu'on a tous, trentenaires ou quadras ou même plus jeunes. D'ailleurs, j'étais assez étonné, c'est que cette série, je pensais qu'elle allait toucher juste une petite génération, la mienne, donc de trentenaires. Et finalement, elle touche autant les jeunes. J'étais assez étonné justement que des jeunes de 20 ans puissent connaître Tetris, Arkanoid ou Pong.
Et donc voilà, donc j'ai replacé ces éléments dans ces usines, et tout le jeu est de reconnaître les jeux auxquels font référence justement ces icônes, ces blocs de Tetris, ces anneaux de Sonic, et voilà. Bon, je ne sais pas si Je on, sais pas va si avoir on peut voir les images, sinon allez à la Maison d'Ailleurs, une très belle expo. Marc va faire exprès que ça ne fonctionne pas. Voilà, il veut attirer du public. Bah, écoutez, pendant qu'on les charge, oui, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non. Bah, à la limite, pendant qu'on charge les images, je vais déjà me tourner vers le public pour éventuellement, si quelqu'un aura une question. Ah oui, il faut que je vous amène un micro. Ça va être plus simple. Le monsieur qui a levé là-bas, je vous laisse. Ah, bon, désolé. Alors, je voudrais juste parler, j'ai cru entendre ou me souvenir d'un jeu qui a été fait aussi par des États-Unis, d'un groupe de scientifiques qui ont utilisé une machine qui était censée prédire balistiquement l'atterrissage des missiles. Ils auraient détourné cette machine pour en faire un jeu de tennis, proche à Pong, mais au lieu que ce soit en vue supérieure, c'était de gauche à droite. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y avait des artistes ou des gens qui ont essayé d'aborder l'aspect peut-être idéologique du jeu vidéo? On s'en rend d'ailleurs compte, certes, aujourd'hui on a Battlefield, Modern Warfare qui a complètement explosé, Titanic et des autres films blockbusters, mais on a quand même des autres jeux vidéo tels que Metal Gear Solid qui mettent quand même des aspects plus réalistes et un peu plus idéologiques aussi et qui ont peut-être des idéologies du jeu vidéo. Est-ce qu'il y a eu des artistes qui ont essayé d'aborder cet aspect-là aussi? Juste par rapport aux terminologies et aux titres, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est des types de jeux de guerre, si j'ai bien compris. Oui. Voilà, de simulation de bataille dans laquelle on incarne un personnage, c'est juste. Oui, principalement plutôt action. les FPS. Je ne sais pas qui veut répondre. Alors, je peux répondre à la première partie de votre question qui concerne Alors, je pense que vous faites référence à Tennis for Two, qui est une application du Brookhaven National Laboratory. C'est un laboratoire de recherche en physique nucléaire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette application, alors qui n'est pas tout à fait un jeu, parce qu'il n'y a pas vraiment de contraintes qui sont rattachées au jeu, on peut déplacer un spot lumineux au-dessus d'un trait qui figure un filet. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'une part, le jeu avait été fait dans le cadre d'une journée porte ouverte, et les scientifiques qui devaient à l'époque essayer de convaincre les Américains de financer la recherche sur le nucléaire avaient essayé d'ouvrir leur laboratoire pour que le citoyen américain puisse aller voir ce qui s'y passait. Et parmi ces scientifiques, l'un d'entre eux, William Higginbotham, s'était dit finalement, ce serait bien que les gens puissent manipuler cet outillage de mesure. Et donc, il avait détourné de son usage premier un écran d'oscilloscope, d'une part, et puis un ordinateur analogique sur lequel il avait trouvé un petit programme qui s'appelait Bouncing Ball, donc la balle rebondissante, qu'il avait reprogrammé pour pouvoir faire cet échange d'une balle soumise à la gravité, puisqu'elle rebondissait. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient réussi à reconstituer un système avec des règles physiques à l'intérieur. L'autre chose qui est intéressante aussi, c'est qu'on est dans une logique de détournement et que toute cette histoire des jeux vidéo qui court des années, quasiment de la fin des années 40, avec les premiers brevets qui sont déposés au début des années 70, procède très souvent de logiques de détournement des ordinateurs qui coûtent des centaines de milliers de dollars qu'on va utiliser pour afficher des graphismes qui sont directement actables, avec lesquels on peut interagir à l'écran, ou même la première forme de console de jeux vidéo qui ne fait que détourner de son usage premier le téléviseur, c'est-à-dire qu'à l'époque, en 71-72, quand cette console, l'Odyssey, sort, le seul moyen de rentrer un signal vidéo dans le poste de télévision, ça ne va pas vous faire plaisir, mais c'est de débrancher la prise antenne et de mettre sur la prise antenne une autre forme de signal qui est celui de l'image de jeux vidéo. Enfin, pour rebondir là, sur ce que vous dites, ça repose la question de la technologie. Est-ce que le jeu vidéo a amené des formes de technologie avec tout l'argent qui est investi, qui ensuite a été utilisé dans d'autres domaines?
Je crois qu'il faut voir les choses de manière plus large. Il y a des développements techniques qui sont produits à différents moments, qui ont été détournés, comme on l'a vu là dans l'explication d'Alexis Blanchet, et qui ensuite, par rebond, sont aussi réappropriés par d'autres personnes ou suscitent des intérêts. Typiquement, l'armée américaine s'intéresse beaucoup à la manière dont les joueurs jouent à des jeux de tir et utilise ça pour former leurs recrues, travaillent avec des développeurs et vont du coup imaginer des jeux qui vont beaucoup plus loin que Metal Gear Solid et d'autres, qui vont être explicitement pensés pour l'armée de terre, des simulateurs de vol, et donc utiliser ces bases-là. Et au-delà de ça, il y a évidemment des technologies qui sont développées dans le jeu vidéo, comme les cartes 3D dans les années 90, qui ont servi ensuite pour toutes sortes d'autres choses que juste le jeu. Mais c'est un espèce de tout. Il y a une espèce de développement conjoint de la technologie, du complexe militaro-industriel, et puis de sa face peut-être plus sympathique, l'aspect ludique. Mais dès les débuts de l'histoire du jeu vidéo, il y a une espèce de confrontation entre, d'un côté, les technologies peut-être utilisées dans les laboratoires militaires, ou laboratoires plus sérieux, de physique nucléaire, et puis une espèce de découverte ou redécouverte du jeu, et notamment dans les fêtes foraines. Et on retrouve à différents moments des croisements en fait, de ces technologies, soit des jeux venant des fêtes foraines, soit des technologies purement informatiques, qui sont développées en gros par l'armée durant la guerre froide. On voit par exemple dans les années 50 les trackballs, qui étaient un peu ces ancêtres des souris. C'était quelqu'un qui jouait beaucoup au billard, qui a eu l'idée une équipe de chercheurs qui a eu l'idée de mettre une boule de billard avec des capteurs et d'utiliser ça dans une interface militaire qui a été tournée comme une interface ludique. Puis ça c'est un exemple de croisement, mais on en retrouve plusieurs à ces moments, d'espèces d'entrelacement entre le ludique, le fun, et puis des applications plus sérieuses, voire militaires. Et ça fait partie de l'histoire et de la richesse du jeu vidéo, mais ça ne veut pas dire que le jeu vidéo, c'est uniquement des applications militaires ou des applications commerciales. C'est une grande richesse, et évidemment, les différentes parties prenantes de l'industrie du jeu vidéo vont l'orienter suivant les objectifs de soit leurs clients, si c'est l'armée, soit des utilisateurs qui ont un intérêt pour des choses beaucoup plus ludiques, évocatrices et poétiques. Je pense à des jeux comme ce qui est produit par That Game Company, comme Journey Flowers, dans lequel on joue le rôle d'une fleur. Alors là, c'est totalement à l'opposé. Donc il ne faut pas non plus réduire le spectre sur juste les éléments comme Metal Gear Solid, etc. Oui. Pour revenir sur l'idéologie, vous parliez de jeux récents comme Battlefield ou Modern Warfare, dont on voit assez bien quels pourraient être les tenants idéologiques sur l'impérialisme américain. Bon, quoique il y a aussi la distance qui est celle du joueur, et qu'on sait que beaucoup de joueurs gobent pas totalement tout ce qu'il leur est dit et prennent une distance assez ironique par rapport aux propos qui peuvent être développés dans les films, dans les jeux vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que on pourrait revenir au début des années 90, où vous aviez un jeu qui s'appelait Desert Strike à l'époque et qui reprenait le conflit en Irak, et que là aussi c'était un regard américain sur la guerre en Irak. Et puis on pourrait revenir sur des objets qui nous paraissent peut-être moins hostiles d'une certaine façon. Si je prends un jeu vidéo comme Pac-Man, qui est produit au Japon en 1980, qui est probablement la première icône, une des premières icônes de l'industrie du jeu vidéo. C'est un jeu qui est produit par un studio japonais à une période de l'histoire du Japon d'après-guerre où le Japon connaît un développement industriel très fort, un développement économique, développement industriel très fort, et s'ouvre à la société de consommation. Et que nous propose Pac-Man comme expérience de jeu, c'est une expérience de dévoration, c'est-à-dire d'éliminer tous les éléments qui sont à l'écran, et que cette logique de dévoration est telle que même quand Pac-Man meurt, c'est-à-dire en général quand il est touché par un des fantômes, si vous regardez l'animation du sprite, c'est-à-dire du motif visuel qui compose Pac-Man, sa mâchoire s'ouvre démesurément pour l'avaler lui-même, et il disparaît comme dans un éclat. Donc voilà, sur un jeu de 1980 avec ses 8 couleurs et son environnement très mignon d'une certaine façon, on voit que là aussi il y a des dimensions idéologiques, des inquiétudes, des constats sur l'époque qui sont aussi relayés. On
pourrait dire la même chose de Frogger, hein, cette petite grenouille qui essaye de traverser une autoroute et puis de traverser un fleuve. Et le joueur doit amener la grenouille du bas en haut de l'écran en évitant de se faire écraser ou de se noyer, ce qui est curieux pour une grenouille. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que doit traverser comme environnement cette grenouille? Bien, une autoroute où les voitures filent à toute berzingue, où on voit des camions passer, donc la civilisation qui est là. Et puis, comment la grenouille passe d'un côté à l'autre de la rive du fleuve qui est en haut de l'écran, eh bien, elle passe sur des tronçons de bois qui sont charriés par le fleuve. Donc, c'est la déforestation qui se passe en amont. Et d'une certaine façon, Frogger est un constat assez inquiet de game développeurs japonais sur les questions d'écologie, d'urbanisation, de développement urbain et du risque que ça fait peser sur la nature. Justement, à propos, avant de redonner la parole au public, excusez-moi, j'ai une petite question pour rebondir là-dessus. Vous avez évoqué un jeu américain, un jeu japonais. Puisqu'on parle de culture, est-ce qu'il y a des jeux qui ne passent pas les frontières? Est-ce qu'il existe des jeux qui en fait conviennent uniquement à la culture dans laquelle ils sont nés, on va dire la civilisation? Moi, je vois qu'il y a pas mal de jeux japonais qui nous paraissent complètement abscons à nous, occidentaux. Je ne sais pas si quelqu'un veut s'exprimer là-dessus, justement. Là, je vais plutôt essayer de donner le contre-exemple en me faisant... en essayant de redire ce que quelqu'un a dit au colloque, et il l'a mieux dit que je vais le dire, mais il se trouve que c'est souvent un peu l'a priori occidental sur les jeux japonais, entre autres. Et la série, je prends l'exemple concret qui a été donné, mais la série des Ryuga Gotoku, donc, qui s'appelle ici Yakuza, dans ses premières importations en Europe, a été traduite, mal traduite, d'abord doublée, ensuite on est passé aux sous-titres parce qu'on s'est rendu compte que c'était un peu pathétique. Et puis il y a eu des coupures jusqu'au 3e épisode dans les versions occidentales, voilà, d'une partie du jeu que justement les personnes qui s'occupaient de la localisation trouvaient trop japonaise. Bon, alors il se trouve qu'ils se sont rendus compte que c'était raté, puis qu'en fait il y avait toute une population européenne, occidentale, etc., qui justement restait chez eux pour avoir une expérience qui semblait japonaise. Bon, ça donne peut-être une clé de réponse. Hein. Mais je pense à ces jeux, comme vous dites avant, où on incarne simplement une fleur qui est clos, ces jeux très colorés, ou qui sont peut-être plus proches d'un univers. Moi, j'ai pas d'exemple précis, mais donc pour vous, visiblement, c'est une culture globale alors le jeu vidéo. Mais je crois c'est pas une question que ce soit une culture globale. Précisément, je reprends cet exemple, hein, qui est donc une série de jeux qui parle des Yakuza, donc un système de mafia au Japon, très japonais. Il ne faut pas le comparer au système de mafia italienne. Voilà. Alors oui, il est très local dans ce qu'il raconte. Donc c'est pas que ça perd sa couleur et son odeur d'origine, on va dire. Mais c'est probablement qu'il y a on espère, un marché et une humanité qui est prête à accepter la différence et à découvrir la différence. Donc voilà, mais ça ne veut pas dire que tout est globalisé, on va dire. Il y a pas, tous les jeux se ressemblent comme pas, le non. Cinéma, un peu. Ouais, non, je crois, comme le cinéma asiatique et le cinéma asiatique, le cinéma hongkongais est différent du cinéma japonais, etc. C'est la même chose pour les jeux, mais ça n'empêche pas que, voilà, ça voyage. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Bonjour. Alors j'ai une question par rapport au côté en fait abrutissant du jeu vidéo, parce que je trouve que vous en avez pas parlé. Enfin, sans vouloir être trop offensant, j'ai plutôt l'impression que vous êtes là pour, que le débat qu'il y a eu jusqu'à maintenant, c'était plus pour défendre le jeu vidéo comme objet culturel. Parce que, je suis pas contre ça, mais quels sont finalement les arguments des gens qui défendent, qui voient le jeu vidéo comme un objet abrutissant ? Je peux renvoyer ça parce que, travaillant à la télévision, j'ai souvent entendu ce terme aussi. Quelqu'un voudrait s'exprimer là-dessus ? Bon, les arguments sont légion. Donc je ne pourrais pas faire un inventaire exhaustif des arguments. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la question de la plus grande difficulté à séparer réel et virtuel dans le jeu vidéo que dans d'autres types de médias est assez fréquemment évoquée, c'est-à-dire que le jeu vidéo aurait une sorte de force de séduction comme ça sur le joueur qui l'entraînerait bien contre lui à éprouver les affres de l'addiction. C'est un des arguments qui est souvent utilisé, c'est qu'il y a une sorte de force de séduction un peu tentatrice comme ça du jeu vidéo. Il y a aussi l'idée
évidemment du fait qu'on ne connaît pas la dimension artistique, c'est toute la dimension de réappropriation, comme on a pu le voir ici, ce qui fait qu'on en devient un projet purement commercial. Et le purement commercial est un argument qui a été utilisé contre beaucoup d'autres formes d'art, en fait, pour dénigrer des productions, qu'elles soient littéraires, cinématographiques. Aujourd'hui, a priori, vous considérez un blockbuster comme plus abrutissant qu'un film d'auteur, indépendamment du blockbuster ou du film d'auteur. Donc c'est pas, les arguments ne sont pas spécifiques aux jeux vidéo, mais en fait ils se manifestent plus fréquemment autour du jeu vidéo aujourd'hui, puisque cette reconnaissance institutionnelle fait un peu, en tout cas n'est pas très présente dans le monde du jeu vidéo. Après il y a sûrement 1 million d'autres exemples, moi j'en ai donné 2, je m'en sors assez bien. Oui, il y a la question de la première polémique sur la violence des jeux vidéo. Cette polémique, vous êtes un peu nombreux en général, je pose la question d'après vous à quand elle remonte cette polémique. Puis les gens me disent ça doit être les années 2000 avec les FPS, ah non c'est avant, les années 90 avec Mortal Kombat peut-être, ah non c'est avant. On remonte et on arrive à 1976. La première polémique sur la violence d'un jeu vidéo, elle remonte à 1976, elle concerne un jeu qui s'appelle Death Race, et qui est un jeu dans lequel le joueur doit piloter un véhicule à l'écran avec un volant, et doit écraser des piétons qui traversent l'écran, et chaque piéton écrasé lui rapporte un point. Et donc c'est un concours de piétons écrasés à 2 joueurs, et celui qui écrase le plus de piétons remporte la partie. Le jeu lui-même est largement inspiré d'un film produit par Roger Corman, réalisé par Paul Bartel, que vous connaissez probablement, qui s'appelle Death Race 2000, la course à la mort de l'an 2000. Enfin, en France, ça avait été exploité soit sous ce titre, soit sous Les Seigneurs de la route. C'est un film avec Sylvester Stallone, dans un de ses premiers rôles, et David Carradine, qui a eu la fin qu'on connaît. Et ce film est un film des années 70, qui est une critique très verte des médias d'information, dans une série de films, entre autres, les États-Unis sont tenus par un tyran qui tient la population américaine parce qu'il a un show télé qui est une course à travers les États-Unis. Et dans le film lui-même, je pourrais vous montrer l'extrait, on a un présentateur qui donne, je me tourne vers vous, un présentateur qui donne la grille de points. C'est-à-dire, si vous renversez un adulte, eh bien, c'est 5 points. Si vous renversez un enfant, c'est 15 points. Mais le mieux, c'est une personne âgée, c'est un magnifique 40 points que vous rapportez. Et d'une certaine façon, les designers du jeu s'inspirent de ce principe qui est à l'écran, sur le film. Bon, le film sort en 75, le jeu sort en 76. Moi, j'ai cherché, dans la presse américaine, s'il y avait des polémiques sur le film. Je vous dis qu'à côté, le jeu vidéo, c'est noir et blanc, c'est des petits bâtonnets blancs qui parcourent l'écran et un petit carré qui figure la voiture. Donc vous voyez que du point de vue de la violence graphique, ça reste assez raisonnable. Il n'y a eu absolument aucune polémique sur le film, pour une raison très simple, c'est que le film n'a pas obtenu l'agrément du MPA, vous savez, le classement des films qui permet d'être diffusé dans le réseau classique de salles. Il a été diffusé en drive-in, ce film. Il a une thématique automobile, c'est un film de drive-in. Donc personne ne l'a vu. Et donc personne ne s'est inquiété. En revanche, il y a une association qui s'appelle la National Safety Association, qui s'occupe de sécurité routière aux États-Unis et qui est très choquée par le fait qu'on permette aux jeunes joueurs, alors c'est les jeunes, de diriger une voiture avec un volant, avec une pédale d'accélération, et qu'on écrase des piétons. Et donc on a un début de polémique qui fait long feu. Vraiment, ça n'a pas beaucoup d'écho. Mais en revanche, quand la télévision américaine, le magazine 60 Minutes, qui est produit par CBS aux États-Unis, s'intéresse aux jeux vidéo 3 ans plus tard, en 79, elle consacre une partie de son reportage à cette polémique sur la violence des jeux vidéo. Et ça va donner un écho beaucoup plus large à cette polémique, donc 3 ans après la sortie du jeu. Tant et si bien que le premier effet, c'est que Exidi, l'éditeur, va recevoir des coups de fil des exploitants qui disent « On parle de votre jeu à la télévision, il nous en faut une borne ». Et donc ça va relancer en partie l'exploitation de ce jeu qui est pourtant techniquement très dépassé 3 ans après. Ce qui est intéressant, c'est que derrière ça, comme le disait Marc, on voit bien que c'est pas graphique, c'est pas visuel. Ce qui inquiète
les associations familiales qui créent cette polémique autour de Death Race, c'est le fait qu'on pilote avec un vrai volant et une vraie pédale d'accélération, et on retrouve un débat qui existe depuis les débuts de la fiction, relisons les philosophes grecs, sur les problèmes de la fiction. Ah oui, est-ce que ça va nous apprendre le mauvais exemple? Est-ce qu'on va répéter? Est-ce que la mimésis, ça n'a pas quelque chose de dangereux? Est-ce que la tragédie grecque, elle ne montre pas comment on tue quelqu'un, etc. Donc, d'une certaine façon, c'est ici que le débat se pose aussi. Une autre question? Monsieur, il a levé la main au tout début. Voilà, en bleu. Merci. Vous avez posé la question au public de qui trouvait ça culture ou abrutissement. Mais après, vous avez suggéré que c'était peut-être assez hermétique et qu'en fait, les gens qui trouveraient ça une culture seraient surtout les gens qui jouent eux-mêmes à des jeux vidéo. Donc si on peut, on pourrait peut-être demander au public justement qui joue actuellement à des jeux vidéo ou pas. Si on peut faire ça, levez la main si vous jouez actuellement à des jeux vidéo. Ah ouais, quand même. J'ai levé la main aussi. C'était une question volontairement polémique. Hein, mais qu'est-ce que vous auriez envie de poser comme question à partir de ça? Est-ce que vous pensez que Moi, je pense franchement... Enfin, je n'ai en tout cas pas cette impression que c'est seulement les gens qui... Moi-même, je ne joue pas à de jeux vidéo, mais je trouve ça une culture qui a du futur. Je vois des gens qui jouent à des jeux vidéo et qui, à travers ça, qui lient ça à des stratégies qu'ils connaissent aux échecs, par exemple, ou bien qui s'inspirent de ça pour le côté artistique dont vous avez beaucoup parlé. Donc même si je ne joue pas moi-même, ça serait intéressant de poser la même question à un public général ici. Je pense qu'il y a quand même pas mal plus de gamers qu'il y a dans le monde externe. Je vais reprendre un terme que vous avez utilisé pour le tourner en question, justement. Est-ce qu'il y a des procédés cognitifs qu'on développe dans les jeux vidéo où on a vu des différences chez des enfants qui jouent pas et d'autres qui jouent, ou des adultes aussi, sur leur manière d'appréhender ensuite dans le quotidien pour résoudre un problème? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus? Est-ce que vous savez sur cet aspect-là? C'est aussi une des grandes questions et une des grands Graal aussi pour beaucoup pour l'industrie du jeu vidéo d'ailleurs, parce que c'est un processus de légitimation, mais aussi pour les chercheurs en sciences cognitives qui s'intéressent à comprendre comment nos processus cognitifs, la mémorisation, l'attention, la perception, peut être modifiée par différents outils ou productions humaines. Et là, les choses sont pas toujours aussi simples à analyser. Hein. C'est la technologie. La relation entre la technologie et des changements dans le cerveau n'est pas si simple. En tout cas, il y a des recherches qui vont investiguer ces questions-là et qui s'intéressent à comprendre comment le fait de jouer de manière très fréquente amène à faciliter la coordination visio-spatiale, c'est-à-dire de percevoir quelque chose et puis de savoir réagir, résoudre des problèmes, tout en sachant que le cerveau, c'est pas un muscle, donc c'est pas les mêmes mécanismes d'entraînement que d'aller courir. Et là, il y a différents types de résultats qui vont un petit peu dans les deux sens, mais qui montrent quand même une amélioration de certains types de performances à certains types de tests, évidemment, dans ces modes de coordination, dans des modes de résolution de problèmes particuliers, mais qui peuvent d'un autre côté mener à des baisses d'attention sur d'autres tâches qui sont demandées aux utilisateurs. Et finalement, les résultats de ces tests dépendent beaucoup des espèces d'idées sous-jacentes à ce qu'on essaie de tester. Donc il n'y a pas de réponse définitive. Hein. Si je fais volontairement une réponse un peu complexe, c'est que c'est un gros débat actuellement chez les chercheurs en neurosciences, en psychologie cognitive, ou en psychologie sociale aussi, hein, qui s'intéressent à voir s'il y a un effet, mais l'effet à décrire est compliqué d'un point de vue scientifique. Merci. Une autre question, monsieur? Oh, pardon. Thomas, allez, je vais y aller. Bonsoir, je voulais simplement poser la question. Je suis étonné que vous ne parlez pas des jeux de simulation, donc des flight simulators, courses de voitures, qui sont, disons, la réalité, puisque les pilotes s'entraînent sur des circuits
simplement virtuellement et ensuite qui vont sur ces circuits. Donc il y a quand même des côtés positifs. Si vous prenez par exemple des avions qui étaient totalement construits en informatique, des Dassault et tout, qu'ils arrivent à faire voler des avions et voir les défauts des avions sur le virtuel avant de venir sur le positif, ça c'est, disons, une partie qui est quand même assez intéressante de l'informatique, ou bien. Bon, je vais faire un tout début de réponse, puis Mathieu complétera. L'aspect positif des jeux vidéo, il paraît, alors, pour les gamers évident, pour ceux qui jouent. Pour tout ce qui touche à la simulation, c'est aussi évident pour les gens qui mentionnent ces exemples-là, enfin ceux que vous mentionnez. Cette même simulation, lorsqu'elle prend pour cadre l'armée américaine, devient négative. Je crois que une des idées de la culture, qui est quand même finalement assez différente de la question de l'art du jeu vidéo, c'est que on est face à un système assez complexe, en fait, où des aspects sont positifs, des aspects sont négatifs. La plupart des aspects sont problématiques au sens qui posent des questions intéressantes sur les pratiques, sur la manière dont on s'y réfère. Alors, évidemment, les simulateurs sont souvent utilisés, type par exemple, la plupart des voyageurs en avion sont contents de savoir que les pilotes ont d'abord fait des tests sur des simulateurs, puis ont été tout seuls dans les avions avant de les prendre. Et c'est peut-être cet ensemble de codes-là, c'est peut-être cet ensemble d'interactions-là qui n'est pas forcément ou pas nécessairement évoqué quand on parle du jeu vidéo, c'est-à-dire cette espèce de chaîne, en fait, ou ce réseau plutôt que cette chaîne d'interactions mutuelles qui permettent effectivement d'avoir... que la question du positif ou du négatif est une question qui finalement n'était pas au centre ni du colloque ni du cours public, puisque finalement il y a un ensemble de questions qui se posent pour toutes sortes de jeux. Et peut-être que la question qu'on devrait se poser plutôt que la question du jeu vidéo, c'est la question du jeu. C'est en fait, est-ce que le jeu, qui est aussi une des manières de définir la fiction, est-ce que le jeu n'est pas peut-être la source problématique, et la manière dont on joue le plus aujourd'hui, c'est le jeu vidéo. Ouais, puis je voudrais juste rajouter deux choses. Mais la première, tu l'avais esquissée, je crois, au début de ce cours public. C'est que de nouveau, on est en train de produire un discours sur le jeu vidéo. Je pose la question, est-ce qu'on produira un discours sur la littérature? Non, personne n'organiserait de colloque sur la littérature. Pourtant, voilà, c'est les passages obligatoires, donc on passe par là aujourd'hui. Et puis ensuite, juste pour répondre, parce qu'apparemment cette question culture-abrutissement, elle parle, et ça pose problème. Alors, nous, on l'avait un peu dépassé avec Christian dans notre présentation. Moi, alors, je vais être un peu provocateur comme ça, mais... pour me faire l'avocat du diable, peut-être les jeux parfois sont un peu abrutissants. Est-ce que c'est si grave? Moi, je suis helléniste, j'étudie l'Iliade, des choses très nobles, la culture. Il y a des moments, je lis l'Iliade, j'ai 12 ans. Je me sens complètement abruti, et je trouve ça assez agréable. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on doit vraiment mettre en opposition? Est-ce que c'est soit de la culture ou soit de l'abrutissement? Est-ce que ça peut être parfois de la culture, parfois j'ai envie de réfléchir aux jeux vidéo, puis parfois j'ai juste envie d'y jouer, puis peut-être j'ai l'air d'un abruti, mais c'est pas très grave en fait. Une autre question? Ah oui, j'y vais. Pardon. Moi, je voulais juste rebondir sur deux choses que vous avez dit, puis aussi sur ce qu'un collègue là-bas a évoqué par rapport à la perméabilité de la culture du jeu vidéo. Moi, je suis... je sais pas, effectivement, on est une majorité de gamers ici, mais aujourd'hui, plus que jamais, le jeu vidéo est partout. Et j'aurais envie de dire que les personnes qui n'ont pas accès à ce monde, c'est qu'ils ont décidé de ne pas y avoir accès. On voit ça partout avec Internet et tout, et pour moi, c'est quelque chose de volontaire, de ne pas accéder à cette tranche de la réalité. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième remarque, c'est par rapport au processus cognitif dans les jeux vidéo. Donc effectivement, il y a pas mal d'études qui ont été faites, mais je suis quand même toujours étonné de ce fameux processus de légitimation, qu'on va essayer de prouver que le jeu vidéo permet d'améliorer. On a montré que ça peut faire une amélioration des réflexes, du temps de réaction, de l'attention sélective. Mais que c'est malheureusement pas généralisable. Mais au final, moi, quand je lis ces articles, je me dis, mais et alors, c'est un jeu avant tout. Et je suis toujours étonné de lire dans les médias
ce besoin de légitimer ça, de dire pour qu'on joue aux jeux vidéo, faut que ça soit quelque chose d'utile, il faut qu'on en fasse quelque chose de positif. Et je rejoins un peu, monsieur, j'ai oublié votre nom, mais que voilà, on s'en fout, quoi. Des fois, on a envie de conduire une voiture et puis de s'envoyer contre un mur. Des fois, on a envie de conduire un bonhomme et puis de faire des petits pets, puis de construire des briques ou de jouer tout simplement à des jeux où on a des pixels, puis on construit des murs et puis des châteaux. Et alors, c'est un jeu. Et pourquoi est-ce qu'on va chercher des trucs positifs ou négatifs dans un jeu? Enfin, c'est un jeu, voilà. C'est tout simplement que ça aiguise les appétits. Le succès du jeu vidéo aiguise les appétits soit d'une industrie qui aimerait pouvoir plus vendre encore, soit d'autres personnes qui aimeraient se réapproprier ces mécaniques ludiques pour avancer, soit tout simplement pour pas faire peur à des consommateurs potentiels, mais qui ne sont pas des acheteurs, c'est les parents qui doivent acheter pour des enfants. Il y a mille et une raisons comme ça qui font que ces études ont lieu. C'est aussi parce qu'elles posent des questions intéressantes. On est aussi en droit de laisser un chercheur en psychologie cognitive ou en neurosciences les poser. Mais c'est vrai qu'au fond, moi je rejoins complètement ce que Mathieu disait. Il y a un plaisir intrinsèque de jouer à ces choses-là. Peut-être c'est abrutissant pendant un moment, peut-être on apprend quelque chose sur soi, sur une réalité, sur une réalité qui est virtuelle. Et voilà, on peut s'arrêter là également. Mais il y a toujours d'autres personnes qui souhaitent peut-être aller un petit peu plus loin, soit pour légitimer, soit parce que tout ça peut aider à faire du business. Et c'est un gros business. Il y a aussi peut-être un point qui est intéressant par rapport à la question du jeu, c'est que le jeu... parce que je crois que le problème de la culture du jeu vidéo rejoint le problème de la culture du jeu traditionnel, du jeu de plateau, en fait. Et j'en discutais dernièrement avec le directeur du musée suisse du jeu. Le jeu est aussi attribué à l'enfance, en fait. Et le fait qu'aujourd'hui, la majorité des gens qui jouent aux jeux vidéo sont quand même des adultes, il faut avoir un certain pouvoir d'achat pour jouer aux jeux vidéo, pose d'énormes questions. Et la légitimation abstraite, qu'elle soit... psychologique, qu'elle soit de la psychologie cognitive et autres, pose aussi la question de jusqu'à quel âge ai-je le droit de jouer, et si je suis adulte, ai-je le droit de m'abrutir, et combien de temps par jour, combien d'heures par jour, à partir de combien de temps le jeu vidéo devient dangereux. Et finalement, cette question du jeu, elle est pour moi centrale, parce qu'elle est au croisement entre la fiction, qui prend plusieurs types de médias, qui se diversifie, aussi la question de l'art. Finalement, quand Marc parlait tout à l'heure, on voit bien qu'il y a aussi l'idée de... On va plonger dans quelque chose, et la finalité, il y a aussi quelque chose de l'ordre du ludique. Mais quand c'est de l'art, ou quand ça améliore vos réflexes, alors c'est utile, c'est intéressant et c'est sérieux. Et du moment où c'est sérieux, c'est plus dans l'ordre de l'enfance. Et je me demande dans quelle mesure, ça serait en tout cas intéressant de voir dans quelle mesure est-ce que l'a priori sur l'enfance, le côté enfantin du jeu vidéo, ou du jeu, ou de la fiction, ou de certains types de fiction, peut être révélateur de certaines critiques qui sont faites. Voilà. Pour prolonger ce que dit Marc, il y a un archéologue américain, il y a quelques temps, qui avait fait une tribune. Il travaillait sur les sites précolombiens. Et il disait finalement, on a un problème avec le jeu, comme le disait Marc, c'est-à-dire qu'on ne le prend pas suffisamment en compte et que probablement, en n'ayant pas pris le fait ludique suffisamment en compte et son importance dans les sociétés humaines, on a eu une mauvaise interprétation des architectures produites par ces civilisations, Maya, Inca, etc. Et que, comme les interprétations qui ont été faites ont souvent été faites sous la lumière du religieux, beaucoup plus noble, que sur celle du ludique. Mais il faudrait peut-être revoir une série des interprétations de sites historiques à la lumière du jeu. Deuxième point sur la question de la pratique ludique, quand notre camarade a posé la question à l'audience de qui jouait aux jeux vidéo. Nous, on avait un poste d'observation fabuleux ici, on vous voyait tous. On a eu quelques personnes que j'ai plutôt situées au fond de la salle qui ont immédiatement levé la main, une forme d'affirmation très forte que la pratique ludique faisait partie de leur pratique culturelle. On a eu ensuite majoritairement des gens qui ont levé la main, probablement qu'ils ont normalisé le fait que le jeu vidéo fait partie de leur pratique. Et puis on a une troisième vague un peu plus tardive, qui est celle qui disait ils sont si nombreux, bon finalement je peux le dire. Et donc on voit le poids social très fort qu'il y a encore aujourd'hui à affirmer être joueur de jeux vidéo. Et il y aurait fort à parier que dans les gens qui n'ont pas levé la main, donc non, moi je ne joue pas aux jeux vidéo, on s'approcherait, on dirait vraiment vous ne jouez pas aux jeux vidéo, mais ça vous arrive pas de temps en temps faire
une réussite sur Windows ou Angry Birds. Ah si, c'est vrai qu'Angry Birds, là quand je prends le tramway, et oui, je me fais quelques parties d'Angry Birds et j'aime bien ça. Et voilà, donc il y a aussi cette difficulté de la perception sociale qui est celle du jeu, qui est d'assumer d'une certaine façon ces pratiques de jeux vidéo. Alors, on est un peu au bout de la table ronde, mais je pense qu'on peut encore répondre à une ou deux questions. Oui. Alors, ouais, même plus qu'une ou deux. Merci. Je voulais juste en fait répondre à la première question qui a été posée par monsieur devant concernant l'idéologie des jeux vidéo, puis par là même demander à la table ronde ce qu'elle en pense. Donc dans l'aspect idéologique, ça implique donc qu'il y ait une sorte de message, parce qu'il prenait l'exemple de Metal Gear Solid opposé à d'autres jeux qui n'auraient pas de message face à un jeu qui aurait un message. Je pense qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'un jeu vidéo, même si maintenant c'est moins le cas avec l'amélioration des graphismes et la next-gen et ce genre de choses, ça reste extrêmement difficile à prendre vraiment au sérieux. J'entends si on veut nous présenter une expérience très traumatisante, mais qu'on est tout le temps sorti de l'immersion par un pixel qui ne va pas, ou une texture qui n'est pas belle, ou un moteur physique qui a des déboires, souvent ça nous empêche de vraiment s'immerger dedans, et donc le message qui pourrait être transmis ne serait pas aussi efficace. L'autre problème, c'est que l'un des attraits du jeu vidéo, je pense, enfin non, je pense pas, c'est le cas, c'est quand même que c'est une expérience interactive. Et quand on parle de jeu vidéo, ce n'est pas seulement un produit fini, mais c'est comme si on devait parler de lire un livre en prenant en compte les conditions dans lesquelles on lit, ou regarder un film en prenant en compte l'ambiance dans la salle. Et ce n'est pas pour rien, à mon avis, que récemment, les jeux se sont orientés vers plus en plus de choix, parce qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas est-ce que faire telle et telle action, c'est mal ou c'est bien, mais le succès de jeux comme Mass Effect ou Skyrim ou même anciennement Fallout montre que les joueurs sont souvent plus intéressés à être présentés devant un choix. Je peux aller à gauche ou à droite, ou je peux détruire telle et telle race, ou au contraire la réduire en esclavage, ou au contraire la sauver. Et chaque joueur personnalise son expérience. Du coup, c'est alors là ma question, pensez-vous qu'il est réellement possible de transmettre une idéologie à travers une expérience qui est somme toute très personnelle, et lorsqu'on prive un jeu de cette interactivité, c'est souvent décrié. Les gens, lorsqu'il y a 2 heures de cinématique dans un jeu où on appuie sur rien, on fait rien, les gens ça les embête. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce que le jeu vidéo est un jeu et c'est une expérience interactive. Donc, du coup, ma question serait, pensez-vous qu'on peut utiliser ça ou pas, ou est-ce que c'est un obstacle? Mathieu. Bon, alors c'est difficile de répondre à cette question parce que vous partez de présupposer, donc j'imagine que vous êtes un joueur de Mass Effect, Elder Scrolls, etc., puis que ce sont les jeux qui marchent actuellement parce que c'est le discours des journalistes occidentaux. Bon, ok, si on fait fi de l'Asie, on peut dire ça, mais c'est quand même un peu couper une grosse partie de la planète et une grosse partie des joueurs. Il y a encore beaucoup... Est-ce que pour expliquer juste quel type de jeu c'est, pour ceux qui connaissent pas? C'est-à-dire qu'il y a... oh là là... J'aime pas faire ça, mais d'accord, dans le jeu de rôle, on peut dire qu'on va si je dois le diviser en 2 styles, là encore, j'ai l'impression de faire vite et mal. On peut dire qu'il y a un style de jeu de rôle à l'occidental, type Mass Effect, Elder Scrolls, qui vous propose des choix relativement impressionnants, voilà, une interaction avec l'histoire qui va, où vraiment voilà, ce que vous faites va modifier drastiquement l'expérience vécue. Et puis ça s'oppose voilà, au jeu de rôle, comme on dit à la japonaise, parce que c'est un peu eux qui l'ont fait au début avec les Dragon Quest, etc., mais qui se fait aussi maintenant en Chine, en Corée, etc., qu'on appelle généralement linéaire, parce que justement, vous n'avez pas vraiment de choix. Vous suivez un tracé. Bon. Voilà, alors ces 2 styles s'opposent, on peut avoir un débat de café et dire moi je préfère le jeu japonais, moi pas, bon, c'est vrai. Par contre, dire qu'à l'heure actuelle, les gamers attendent du jeu donc à l'occidental, c'est-à-dire avec un multi-choix qui a une implication, c'est vraiment se tromper, puisque, alors s'il faut regarder les ventes, simplement, le jeu japonais marche fort, très fort, disons, Nintendo et ça, oui, en sont la preuve, même si elle est aussi décriée, etc. Donc voilà, ça part de toute une sorte de présupposés qui rendent, je trouve, relativement difficile
la réponse est maintenant, mais pour en donner un tout petit début, alors est-ce qu'une idéologie passe? Est-ce que je peux faire passer une idéologie avec un Elder Scroll? Est-ce que je fais par contre passer de manière plus facile une idéologie à travers un jeu qu'un scénario linéaire? C'est-à-dire on va me conter une histoire, donc en effet on me prend peut-être plus en main. Moi, je crois simplement que le premier est plus vicieux, c'est-à-dire qu'on vous fait croire que vous êtes libre, mais je veux dire, il y a un code derrière qui limite tout de même l'expérience vécue. Ensuite, elle est produite par des gens qui sont culturellement marqués, donc forcément, dans les choix qui vous seront proposés, ces choix seront eux-mêmes culturellement marqués, donc c'est vraiment très difficile. De même que dans le jeu linéaire, voilà, hein, Final Fantasy, ça va être produit par des Japonais qui vont répondre. Voilà, ils s'en rendent compte, ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent compte quand ils font des cheveux qu'on voit à Akiba tous les jours ou à Shibuya. Puis peut-être qu'ils s'en rendent moins compte pour d'autres parties de leur jeu, mais voilà, qui portent un certain nombre de référents desquels on ne peut pas se détacher. Et donc forcément, en tant que joueur, on est dépendant de ces référents. Et généralement, on a peu de clés pour les voir, mais ils sont là. Et même dans un choix, même dans un jeu qui propose plein de choix, je pense à un Heavy Rain, qui est un jeu, voilà, plein de fins différentes, 1000 façons de jouer ce jeu. Enfin, 1000, j'exagère, mais c'est bien. Beaucoup de choix. Bah voilà, c'est quand même marqué culturellement. C'est pas pour rien qu'il est produit ici et pas là-bas. Voilà. Ah, ça rejoint un peu la question sur les frontières, hein, même si tout à l'heure on a évacué la question. Non, mais je ne l'évacuais pas. En effet, les jeux sont marqués, c'est évident. Mais comme toute production humaine est marquée par la culture dans laquelle la personne qui la produit baigne. Alors on peut faire tout un effort de distance constant, mais je veux dire, on sait que c'est qu'un effort. On n'y parviendra jamais. Une autre question? Je sais pas. Je peux traverser jusque-là. Hop. Bonsoir. Vous avez parlé avant de l'ouverture du monde du jeu vidéo aujourd'hui et des gens que ça touche aujourd'hui. Est-ce que justement, c'est pas ça qui aurait amené à un abrutissement de la part de l'industrie du jeu vidéo? En voyant tous ces gamers qui sont plus aujourd'hui devenus des consommateurs que des véritables gamers, est-ce qu'on n'a pas parti dans une recherche de toujours se faire de nouveaux clients et de faire donc des jeux? Il n'y a qu'à voir les critiques des véritables entre guillemets gamers aujourd'hui qui disent que les jeux sont devenus trop courts, trop faciles, trop guidés. Est-ce que justement cet abrutissement ne serait pas né de l'industrie du jeu vidéo qui voit plus maintenant dans le jeu vidéo un espèce de marketing? On voit maintenant que chaque année, c'est un peu toujours les mêmes jeux qui ressortent, que le sujet qui fâche maintenant depuis quelques années, c'est les DLC qui nous fait dire que finalement, mieux vaut faire un jeu pas fini pour ensuite se faire encore un peu d'argent derrière. Donc est-ce que cet abrutissement ne viendrait pas de l'industrie du jeu vidéo lui-même plutôt que de l'interprétation que peuvent en faire les gamers? Merci. C'est difficile de parler de l'industrie du jeu vidéo alors qu'elle est hyper fragmentée. Entre une boîte qui fait Angry Birds et une autre qui va faire Heavy Rain, il y a des temps de développement différents, il y a des utilisateurs qui seront différents. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une partie de l'industrie qui est plutôt typiquement console et qui essaye toujours de pousser un petit peu des codes qui sont, des archétypes de jeux qui sont assez classiques. Et puis, il y en a d'autres qui sont arrivés avec d'autres propositions, par exemple sur les réseaux sociaux, sur les jeux sur téléphone mobile, certains avec plus de réussite que d'autres. Mais quoi qu'il en soit, même s'il y a évidemment une visée, un marketing de tout ça, c'est aussi légitime et intéressant d'imaginer ce que peut être un jeu sur le mobile qui est peut-être plus court. Et il y a des critiques très acerbes de joueurs. Le terme véritable gamer est un peu étrange et un peu justement fait ressortir cette tension qu'il y a entre des joueurs qui étaient habitués à un certain type de jeu et qui voient arriver la dénomination jeu vidéo pour d'autres choses, comme Angry Birds ou d'autres, en se disant mais ça fait pas partie de notre truc. Et l'industrie du jeu vidéo plus traditionnelle était vraiment dans ce type de réaction. Maintenant, il faut aussi accepter un peu des différents. Alors, est-ce que c'est de l'abrutissement que de jouer à des jeux très répétitifs, très courts, pas finis? Je pense pas nécessairement. C'est aussi un mode d'interaction qui peut être ludique, très, très basique. Évidemment, il y a des choses qui sont complètement nulles dans ce genre-là, et la critique s'en fait ressortir. Mais il est possible quand même de laisser une place et pas être toujours exclusif dans ce que c'est que le jeu ou l'industrie du jeu. Il y a plusieurs voies possibles. Il
il y a toujours des gens qui jouent à des jeux en réalité virtuelle textuelle, alors que ça nous paraît complètement hallucinant à l'époque de la 3D ou de la 3D stéréoscopique, mais c'est une voie qui est toujours intéressante. Et si je raconte ça, c'est qu'il y a aussi des pans du game design dont on entend moins parler, des jeux qui utilisent la géolocalisation, qui essaient de marier le jeu avec le sport, et qui sont aussi d'autres voies possibles. Alors c'est peut-être pas sous l'appellation jeu vidéo, mais il va falloir s'y habituer parce que ça va arriver aussi, et il y aura une cible un peu différente qui va s'y intéresser. Alexis Blanchet. Oui, ce qui est intéressant dans les deux dernières interventions de la salle, c'est qu'on voit que, pour reprendre votre terme, au sein de cette sous-culture du jeu vidéo, il y a de la hiérarchisation qui se met en place et il y a des jugements de goût qui se mettent en place entre ce qui est un bon jeu vidéo, ce qui est un mauvais jeu vidéo, ce qui est de l'ordre d'une bonne expérience satisfaisante d'un point de vue gamer ou qui ne l'est pas. Donc on voit que c'est bien la démonstration qu'on est face à un objet culturel d'une certaine façon. C'est qu'à nouveau se rejouent des archétypes propres à toute culture où on hiérarchise, il y a les bons objets, les mauvais objets. Moi j'ai par exemple travaillé sur un très mauvais objet vidéoludique. J'ai travaillé sur les adaptations des films en jeux vidéo. Bon. 547 films adaptés en jeux vidéo depuis 1979. Moi, j'en ai joué à une trentaine dans le cadre de ma thèse de doctorat. Ce qui est intéressant, c'est que ce mauvais objet vidéoludique, par rapport ici à un auditoire que je vais juger en partie gamer, c'est intéressant parce que dans les carrières de joueurs, dans la manière dont chacun d'entre nous a noué un rapport aux jeux vidéo, il y a très souvent une adaptation de jeux vidéo et on a un souvenir ému de ces parties de Batman ou de Robocop dans les années 90 dans leur version vidéoludique. Et d'une certaine façon, pour avoir observé un peu ces objets, ils disent énormément de choses. Les Gremlins, non E.T. Voilà, on a E.T. On remarque que cet objet, il dit beaucoup de choses de la manière dont évolue le secteur. Et je vais relier avec la question qui avait été posée auparavant, sur la question de la singularité de l'expérience de jeu, ce que vous notiez tout à l'heure. On essaye de singulariser l'expérience du joueur. Ces adaptations, elles fonctionnent à peu près en 3 temps. Il y a un premier temps des années fin 70 jusqu'au fin des années 80 où le jeu vidéo va aller sélectionner dans le film une séquence qui peut être portée sous forme vidéoludique. Je prends Gremlins par exemple. Ça va se passer dans le salon de la famille américaine de Gremlins et il faut séparer les Mogwai des Gremlins très rapidement avec un petit curseur qu'on déplace à l'écran. À partir du début des années 90, c'est le grand moment du jeu de plateforme et les adaptations sont majoritairement des adaptations sous forme de jeu de plateforme. Et on va aller chercher dans le film les 5-6 séquences qui vont pouvoir donner 5-6 niveaux de jeux différents, caractérisés. Je ne sais pas, Batman, ça va être les rues de Gotham, les égouts, la Batcave, le musée, etc., etc. Puis parfois on rajoute d'ailleurs des niveaux qui n'existent pas dans le film, mais pour avoir cette variété qui est attendue du côté du joueur. Donc revivez un moment du film, revivez le film, et puis à partir de l'arrivée des moteurs 3D, début des années 90, puis surtout avec leur popularisation avec la PlayStation à partir de 95, ça devient la promesse qui est faite. D'ailleurs, elle est faite tout simplement sur les jaquettes et les boîtiers des jeux vidéo. Hein. C'est explorer l'univers du jeu. Et c'est là qu'on arrive à des principes où, par exemple, si je prends les Star Wars, dans un premier temps, c'est Luke Skywalker et personne d'autre qu'on va pouvoir incarner. Et puis après, au début des années 90, on peut être Chewbacca, on peut être Han Solo, on peut être C6PO. Et puis, à partir des années 2000, de cette promesse qui explorait l'univers, on va incarner un Sith qu'on va nommer Marc D'Acunha Lopez, où voilà, on va pouvoir lui donner le nom qu'on veut. Donc voilà, ce qui montre bien cette idée que le jeu vidéo, il est aussi, on parlait de la promesse d'interactivité, mais aussi sur cette promesse de singulariser son expérience et son rapport à un univers de fiction. Et puis ensuite, il y a la question du jugement de goût. Les adaptations de films en jeu, c'est pas forcément des mauvais jeux vidéo. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que parfois, à un moment où il y a une formule un genre vidéoludique qui s'essouffle, par exemple l'action 3D au début des années 2000,
au moment où le FPS, le third person shooter, le jeu de tir à la troisième personne prennent un petit peu les devants, eh ben, on a des jeux d'action 3D qui sont des adaptations, je sais pas, de Cusco, l'empereur mégalo, par exemple, qui est tout à fait d'un excellent niveau, quoi, si on le compare à des jeux d'action 3D de type Crash Bandicoot ou même Super Mario 64. Peut-être une dernière question. Ah oui, il y avait le monsieur. Celui qui... ouais. Excusez-moi. Pas facile. Il y a du monde. Pour revenir aux jeux vidéo en tant que bien culturel et artistique, contrairement à beaucoup d'autres domaines artistiques comme le cinéma, la photographie, la sculpture, pour en citer que quelques-uns, on a tendance à observer ou à décrire le jeu vidéo comme quelque chose de majoritairement masculin en fait. On voit qu'il y a, enfin en tout cas c'est ce qui est dit en fait, il y a ce cliché ou ce stéréotype que c'est essentiellement des garçons, des hommes en fait qui vont s'adonner aux jeux vidéo, qui créent les jeux vidéo, ça s'adresse vraiment à ce public-là. Et qu'il y a ce déséquilibre en tout cas de genre. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et puis d'où peut venir ça en fait, cette différence par rapport à d'autres domaines artistiques? Alors, il y a 2 auditrices au premier rang qui font remarquer qu'en effet, il n'y a que des hommes à la tribune. Alors là, je suis un peu embêté. Il faudra peut-être attendre. Le souci, c'est des questions statistiques de ce genre-là. Quelle est la population des joueurs en Europe, en Suisse, en France? C'est qu'on dispose pour l'instant que de chiffres qui sont produits par l'industrie, qui sont commandités par l'industrie. Donc on est, en tant que chercheur, un petit peu précautionneux vis-à-vis de ces chiffres-là, parce que du point de vue de l'industrie, il est assez intéressant d'affirmer qu'on a une forme aujourd'hui, et c'est ce que disent les chiffres de ces 8-9 dernières années, qu'on a un équilibrage au niveau des joueurs et des joueuses, et qu'on serait arrivé au 50-50. D'un point de vue financier et d'une valorisation financière, vous imaginez qu'un 50-50, c'est très intéressant pour dire, bah oui, on s'adresse à un public très large, composé autant d'hommes que de femmes. Donc ça, il va falloir attendre. En France, on a des collègues là qui travaillent entre la fac de Belfort-Montbéliard, Lyon, Nanterre, qui sont en train de mener une des premières grandes enquêtes quantitatives sur les joueurs de jeux vidéo. Une enquête qui va permettre, entre autres, d'entretenir des interviewés de moins de 16 ans, parce que la législation française interdit de s'adresser à des personnes trop jeunes, et ce qui fait que ces gens-là sont éliminés des chiffres, ce qui fait que probablement l'âge moyen évalué à 32-33 ans, il est faussé parce qu'il y a une partie des gens qui ne sont pas pris en compte, et ces gens, c'est les jeunes joueurs. Donc c'est probablement que ces chiffres arriveront d'ici un an et demi, et là on y verra plus clair. Mathieu Pelin. Oui, je voulais juste ajouter aussi, il y a un autre facteur qui entre en jeu, je pense. Je reprends ce que vous aviez dit tout à l'heure sur les vagues de gens qui levaient la main. Et il y a aussi ce qu'on considère comme un jeu vidéo. Et vous avez toute une population de femmes qui jouent à Angry Birds, qui jouent à tout ça. Mais quand on vient lui dire « Alors, parle-moi de ton expérience des jeux vidéo », elle va dire « Non, parce que je ne suis pas une joueuse ». Parce que tout à coup, elle se dit « Ouais, mais moi, je n'ai pas une console au salon, alors je ne suis pas vraiment une joueuse ». Mais non, bien sûr, c'est du jeu vidéo aussi, comme on l'a dit, ça va le devenir de plus en plus. Et je pense que ça fausse un peu aussi la donnée. C'est cette espèce de réception dans sa tête de ce qu'est un jeu vidéo. Voilà. Alors pour ponctuer, peut-être que vous expliquez même, si on est là, c'est parce qu'on est en forme de gestation, d'acceptation de ce terme de culture par rapport aux jeux vidéo. Alors on peut peut-être poser la question à George Sand aussi, ah maintenant elle est décédée, ou je sais pas, Brahms ou Mozart, s'il avait beaucoup de collègues féminins. Donc bon, là je suis pas en train de parler, mais vous avez vous-même fait référence à des domaines culturels qu'on considère en haut de la pyramide, c'est pour ça. Ben, moi je vais peut-être conclure pour vous remercier d'avoir été aussi vivant dans votre... et puis surtout facile à comprendre avec peu de termes, peu de jargon. Enfin, je pense que pour tous ceux qui sont non-gamers, vous avez pu rester accrochés à la conversation. Moi, pour faire une petite conclusion, je dirais que dans certains termes qui sont arrivés vers la fin, on peut quand même se rendre compte vraiment qu'on a fini par accepter ce terme de culture parce que, il y a une personne qui a intervenu tout à l'heure a dit que maintenant il y a plusieurs façons de jouer au jeu. Il y a des jeux, exactement, on en parlait avec les smartphones.
Alors moi je sais qu'en Suisse on est à 40% d'utilisateurs de smartphones. Ça a quand même bien fait rentrer ça dans notre pratique quotidienne et c'est peut-être ça aussi aujourd'hui, c'est que ça fait partie de notre environnement, il est là, il est présent. D'après les dernières statistiques que j'ai entendues, il y a 1 personne sur 4 qui joue en Suisse. Ce n'est pas représentatif de ce qu'il y a dans cet auditorium, mais c'est quand même un chiffre assez considérable. Ensuite, il y a un deuxième terme qui est apparu, c'est le terme de critique. Le terme de critique, on le trouve dans le cinéma, dans la littérature. Là, c'est intéressant puisqu'il y a des magazines spécialisés qui critiquent les jeux vidéo. Et puis, voilà, et je vais peut-être conclure avec ce que vous disiez avant sur les adaptations. Alors peut-être que votre prochain travail, ça sera sur les films qui sont tirés de jeux vidéo, comme Prince of Persia, par exemple, ou d'autres. 60. Ouais. Oui, vous me permettez de faire une pub merveilleuse pour mon ouvrage. Donc si vous voulez avoir une analyse d'une 60aine de films adaptés de jeux vidéo, allez lire Des pixels à Hollywood, voilà, qui est sorti il y a 2 ans et qui est disponible dans toutes les bonnes librairies francophones. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Merci.